Dans cette vidéo, découvrez ce que l'Occident tente de dissimuler. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, lance un avertissement glaçant. L'Union européenne s'est transformée d'un projet pacifique en une organisation militaire agressive qui nourrit des intentions hostiles contre la Russie. Il dévoile les coulisses d'une Europe asservie par Washington, engagée dans une militarisation effrénée qui pourrait précipiter le continent dans le chaos. Quels secrets cachent les nouvelles dépenses militaires colossales? Que prépare réellement l'OTAN sur le flanc Est et en mer Baltique? Comment les sanctions censées affaiblir Moscou se retournent contre l'Europe elle-même? Et face à cette spirale, quelle riposte la Russie met-elle en place? Pensez-vous que l'Europe peut continuer sur cette voie sans s'effondrer? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez, et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Bonjour, vous regardez l'émission La 5e Studio. Je m'appelle Konstantin Tchorikov. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui change ou ne change pas en Europe à notre égard, des récents sommets de l'OTAN et de l'UE, du vif désir des Européens d'investir davantage dans la défense, c'est-à-dire d'augmenter les dépenses militaires, et enfin des conséquences politiques et économiques que tout cela pourrait entraîner. Nous avons maintenant l'occasion de connaître le point de vue officiel sur tout cela. Nous sommes rejoints par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Alexandre Grouchko. Alexandre Viktorovitch, bonjour. Bonjour. La conversation d'hier entre Vladimir Poutine et Macron montre que l'Union européenne essaie à nouveau de prendre part aux négociations sur la question iranienne. C'est en tout cas ainsi que la presse française évalue les négociations. Voyons ensemble comment cela est perçu actuellement depuis Moscou. Cette conversation d'hier a déjà été qualifiée de signe de sortie du coma pour la diplomatie européenne. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation? Et selon vous, quels autres sujets, en dehors du programme nucléaire iranien, peut-on discuter aujourd'hui avec Paris? Oui, merci. Constantin, vous avez tout de suite pris le taureau par les cornes. Je tiens à préciser que nous avons certaines règles et nous ne commentons en aucune façon les négociations confidentielles au plus haut niveau présidentiel. Je pense donc qu'il faut s'en tenir au communiqué officiel publié par le service de presse du Kremlin. Mais vous avez effectivement raison de dire que les principaux sujets abordés étaient la situation autour de l'Iran, plus généralement au Moyen-Orient, ainsi que l'Ukraine. D'accord. Concernant le récent sommet de l'OTAN, Trump l'a qualifié de grand succès, alors que, dans l'ensemble, les médias occidentaux n'y ont pas réagi avec beaucoup d'enthousiasme. Même le Times britannique a écrit que c'était en quelque sorte des villages Potemkin et que, soi-disant, les dirigeants européens, tout ce à quoi ils pensent, c'est de ne pas trop contrarier Trump, qu'ils appellent maintenant « papa ». Comment, selon vous, tout cela caractérise-t-il la situation actuelle au sein de l'Alliance? En effet, il n'y avait pas d'enthousiasme chez ceux qui avaient de grandes attentes. Mais dans l'ensemble, ceux qui n'avaient pas d'attente n'ont pas eu de gros problèmes non plus. Tout cela, d'ailleurs, a beaucoup rappelé le sommet de Bruxelles qui s'est tenu il y a 8 ans. À l'époque, je rappelle que Trump venait tout juste d'être élu et qu'il devait effectuer sa première visite officielle en Europe. Je me souviens très bien que, à ce moment-là, le siège de l'OTAN ressemblait à une ruche en pleine agitation. Il y avait, en gros, deux intrigues principales. La première intrigue, c'était de savoir comment les dirigeants européens allaient regarder Trump dans les yeux après tout ce qu'ils avaient pu dire sur lui pendant la campagne présidentielle. Mais ce problème a été résolu, je dirais, par une démonstration de loyauté. Et la deuxième question, la deuxième intrigue, c'était de savoir s'il allait dire quelque chose à propos de l'article 5 du traité de Washington sur la défense collective. Il l'a vraiment dit. Il a dit qu'il y avait un tel article dans le traité de Washington, mais qu'il fallait payer pour en bénéficier. C'est ainsi que sont apparus les fameux 2%. Ah, transportons-nous à La Haye. 8 ans ont passé, et le scénario est à peu près le même. Est-ce que Trump dira quelque chose à propos de l'article 5 du traité de Washington? Il a dit, oui, il y a bien un tel article, mais il existe différentes interprétations. Ensuite, il a ajouté qu'il ne croyait pas que la Russie attaquerait l'OTAN. Du moins, tant qu'il serait président des États-Unis, cela n'arriverait pas. Mais ceux qui y croient, ceux qui ont peur de la Russie, c'est leur problème. C'est ainsi que sont apparus les 5%.
Donc, pour répondre à votre question, je pense que les États-Unis ont atteint tous les objectifs stratégiques qu'ils s'étaient fixés avant ce sommet. Mais selon vous, malgré le fait que, oui, les États-Unis ont réalisé ces plans, est-ce que l'Europe pourra supporter ces dépenses? Ce sera sûrement assez difficile, surtout si l'on se rappelle que de nombreuses économies européennes sont au bord de la récession. Dans quelle mesure est-ce vraiment une charge supportable aujourd'hui de devoir maintenant, payer 5% du PIB? Vous savez, c'est une question assez complexe, mais je voudrais dire que même 2% du PIB, eh bien, sur les 32 pays de l'OTAN, seuls 23 auront respecté cet engagement d'ici le début de 2025. Autrement dit, à ce jour, 7 ou 8 pays de l'OTAN n'atteignent même pas les 2%. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, même si les États-Unis donnent le ton principal, tout accord significatif au sein de l'OTAN reste, je dirais, le fruit d'un compromis politique, et le programme visant à atteindre un objectif de 5% est prévu pour être pleinement réalisé jusqu'en l'année 2035. C'est là la première chose essentielle. Et la deuxième, c'est que les dépenses elles-mêmes se divisent clairement en deux catégories distinctes. 3,5% correspondent aux dépenses militaires directes et opérationnelles. C'est-à-dire que cela inclut les achats et l'entretien des forces armées. Et 1,5%, c'est tout le reste, l'infrastructure, voire même l'innovation. Autrement dit, c'est la possibilité, grâce à une comptabilité créative, d'inclure dans les dépenses militaires à peu près tout ce qu'on veut. Par exemple, si vous avez réparé une route, un mortier peut y passer. C'est une double infrastructure. Électricité, chemin de fer, voie d'approvisionnement, tout ce qu'on veut. Pour la situation actuelle, sur quoi se baser? À ce jour, selon les dernières données actualisées, le montant des dépenses militaires de tous les pays de l'OTAN a atteint la somme faramineuse de 1506 milliards de dollars américains. Cela représente 55% du total mondial. Autrement dit, les 32 pays de l'OTAN dépensent plus que les 163 autres pays du monde réunis. En gros, en se référant au récent discours de notre président, le budget militaire total de l'OTAN dépasse de 10 fois le budget militaire de la Russie. Et pourtant, ils continuent tous à avoir peur de nous et à nous prêter des intentions agressives. Et l'année dernière, les alliés européens des États-Unis ont, là encore, dépensé 454 milliards à des fins de défense. Et bien sûr, si l'on examine et applique ces nouveaux plans à la situation actuelle de l'Union européenne, de sérieux économistes et observateurs, comme vous l'avez justement souligné, commencent à douter que l'Europe soit capable de supporter un tel fardeau. Écoutez, un rapport de Draghi est récemment paru. Draghi, c'est l'ancien Premier ministre italien et aussi l'ancien président de la Banque centrale. C'est un rapport assez incisif, peu flatteur pour l'Union européenne, dont l'essence est que, sans des injections financières substantielles, l'UE perdra sa compétitivité dans ce nouveau monde bien plus concurrentiel. Et il a estimé que l'Union européenne devait absolument investir chaque année environ 800 milliards d'euros dans la transition verte, dans l'industrie et dans l'innovation technologique. À cela s'ajoutent les plans et les appels d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à allouer en plus 800 milliards pour les besoins militaires et le développement du complexe militaro-industriel. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, la dette publique moyenne dans l'UE atteint 83% du PIB et que de nombreux pays dépensent plus pour le service de cette dette publique que pour les dépenses militaires. Récemment, le Premier ministre français s'est exprimé à l'Assemblée nationale et a déclaré que dans quelques années, ce montant atteindrait 100 milliards pour la France. Ajoutons à cela environ 1,5 billion de pertes, directes et indirectes, que l'Union européenne a subies suite à l'introduction de sanctions contre la Russie et à la cessation de toute coopération avec nous. Notre commerce tend vers zéro, alors que tout récemment encore, il s'élevait à 413 milliards de dollars. Et donc, la somme que j'ai mentionnée, 800 milliards, cela représente environ 3 à 3,5% du PIB. Alors, comment vont-ils s'en sortir? On voit déjà maintenant qu'ils vont aller piocher dans la poche du contribuable. Les programmes sociaux sont réduits.
L'Union européenne a déjà fait une exception pour les budgets militaires du soi-disant pacte de stabilité, qui impose à chaque pays de ne pas dépasser un déficit budgétaire de plus de 3% du PIB. Et le montant de la dette publique ne doit pas dépasser 60%. Il est déjà permis de prendre de l'argent pour les besoins militaires dans le fonds de cohésion sociale. C'est un fonds destiné à harmoniser le niveau de développement économique de tous les pays de l'Union européenne. Donc, je pense, sans la même comptabilité créative. Quelqu'un s'est souvenu d'une blague de l'époque soviétique. Vous savez, comment on fait l'addition dans les restaurants? 40 plus 40, 1 rouble 40, les allumettes on les a prises à 6 roubles. Voilà à peu près le même tableau qui va se dessiner. Et surtout, le plus important pour les Européens sera de résoudre la question principale. Comment convaincre les États-Unis qu'ils investissent de manière proportionnelle? Eh bien, on verra. En tout cas, je pense que les Américains ne lâcheront pas ce sujet, peu importe qui dirigera les États-Unis d'Amérique. C'est une position de longue date des États-Unis, selon laquelle les Alliés ne paient pas leur juste part. Et puis, il a été décidé au sein de l'OTAN qu'en 2029, un examen serait mené pour évaluer la progression vers cette norme, à quel rythme et avec quelle dynamique les pays de l'UE avancent vers cet objectif. De plus, chaque année, les pays de l'OTAN devront rendre compte de ce qu'ils ont accompli et de leurs plans pour l'avenir. C'est un outil entre les mains des Américains pour que la pression sur les Européens ne faiblisse pas. Alexandre Viktorovitch, mais si cela se révèle encore une fois être un village Potemkin, ce serait bien sûr très bien si tout cela servait à la transition verte, à la construction de certaines routes. Ce serait bien pire si cela allait réellement à l'armement. Si l'on en croit Tchekhov, oui, le fusil qui est accroché finira forcément par tirer. Bien sûr, il est évident que les pays mis sur un réarmement total, les pays de l'UE. C'est de cela qu'il a été question lors du sommet de l'Union européenne, qui, d'ailleurs, s'est tenu pour la première fois juste après le sommet de l'OTAN. À votre avis, est-il probable qu'une alternative à l'OTAN voie le jour sous la forme d'un bloc militaire de pays européens? Et quelle place, en général, pourrait être réservée à l'Ukraine dans tout cela? Je doute très fortement qu'une OTAN véritablement indépendante puisse voir le jour. Mais la vérité, c'est que l'Union européenne, d'un projet initialement pacifique, est en train de devenir vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup à un bloc militaire très agressif et potentiellement dangereux. Et cela ne se manifeste pas seulement par des décisions visant à lui donner des capacités militaires supplémentaires, à développer le complexe militaro-industriel, mais aussi même sur le plan philosophique et idéologique. Toutes ces idées selon lesquelles l'Union européenne serait un jardin fleuri entouré de jungle. Récemment, nous parlions de l'indivisibilité de la sécurité, que dans toute la région eurasiatique, tout le monde est égal, et que personne ne renforce sa propre sécurité au détriment ou aux dépens de la sécurité des autres. Mais selon la vision de Borrell, qui, après tout, reflète un certain état d'esprit général au sein de l'Union européenne, il considère que tout cela, ce sont des jungles. Tout autour, il y a des menaces contre lesquelles il faut se défendre. Deuxièmement, non, bien sûr. Bien sûr, c'est une idéologie, et cela nous inquiète beaucoup, parce que nous allons vraiment devoir faire face à une nouvelle organisation militaire qui nourrit des intentions agressives contre la Russie et qui, en conséquence, construit sa stratégie militaire, son organisation militaire, développe des capacités militaires qui, directement, créent pour nous une menace contre laquelle nous devons nous défendre. Et nous allons le faire. Mais il faut garder à l'esprit que les États-Unis contrôlent l'OTAN et que l'OTAN contrôle l'Union européenne. Si vous lisez tous les documents stratégiques adoptés conjointement par l'OTAN et l'UE, comme la déclaration de janvier 2013, il y est affirmé le rôle subordonné de l'Union européenne par rapport à l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN formule les objectifs et l'Union européenne les exécute. Même les constructions militaires qui se déroulent actuellement sur le flanc oriental et auxquelles participe l'Union européenne. L'OTAN formule les tâches et les mesures spécifiques sont mises en œuvre par le biais des instruments juridiques de l'Union européenne. Il s'agit de la construction de routes, de la certification de ponts, de voies d'approvisionnement, de gazoducs, etc. pour les besoins militaires. C'est pourquoi il est très difficile de séparer l'Union européenne de l'OTAN. Et donc, en fait, l'élargissement de l'Union européenne n'est pas une question d'économie, c'était surtout une question de domination militaire de l'OTAN. Oui, tout à fait, vous avez absolument raison.
Et ici, je ne vois absolument aucune possibilité pour les Européens de penser à leur autonomie tant que l'OTAN ne sera pas reformatée. Eh bien, à qui appartient l'arme nucléaire en Europe? Aux Américains. Qui est le commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe? Un Américain. C'est la réalité. Donc, bon, on peut dire, il y a 30 000 Américains maintenant. Demain, il y en aura 20 000, puis 40 000. Ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui compte vraiment, c'est que les États-Unis gardent tous les leviers de contrôle sur les Européens. Et deuxièmement, on voit qu'en ce moment, d'énormes programmes de réarmement de l'Union européenne sont en cours, mais ils se font principalement, jusqu'à présent, par des achats massifs aux États-Unis. Récemment, le commandant en chef de l'OTAN a pris la parole. Je ne me souviens plus exactement où, aux États-Unis je crois, probablement au Sénat. Il a clairement déclaré que, depuis le tout début de la crise ukrainienne, les nations européennes avaient massivement acheté aux États-Unis du matériel militaire et des armements pour un montant colossal de 256 milliards de dollars. Break time égal 0,5 S. Et tout récemment, pour l'année 24, ce montant s'élevait à 21 milliards. D'un côté, c'est une véritable pluie d'or qui s'abat sur les États-Unis, sur le complexe militaro-industriel américain. Et d'un autre côté, il est évident que la dépendance technologique de l'Union européenne envers l'OTAN, à travers les armements américains, ne fera que s'accentuer. On voit déjà qu'il reste peu de pays en Europe qui volent sur des Gripen, des Eurofighters, des Typhoon, des Tornado. La plupart utilisent des systèmes américains F-35. Alors, de quelle autonomie de l'Europe peut-on parler? Et enfin, il y a un dernier point que je voudrais aborder. Il y a aussi, en Europe, des états d'esprit très différents. Par exemple, il y a les pays de la Nouvelle Europe, comme on les appelle, la Pologne, les pays baltes et quelques autres, qui se présentent comme les principaux alliés des États-Unis en Europe. Grâce à cela, ils essaient de rehausser leur réputation et de renforcer leur influence sur la prise de décision au sein de l'Union européenne. Et une sorte d'autonomie européenne, qui impliquerait justement un renforcement de la France et de l'Allemagne, ne leur plairait probablement pas. C'est pourquoi, je pense que ce sera un processus assez douloureux. Pour nous, d'un point de vue politique, il est clair dans quelle direction tout cela évolue, mais quoi qu'il en soit, nous voyons que l'Union européenne se militarise et cela change fondamentalement notre attitude à son égard. Et cela, naturellement, est également pris en compte dans notre planification militaire. Il y a une publication aujourd'hui. Politico a appris que la Grande-Bretagne et l'Allemagne vont conclure un pacte avec une clause de défense, ce qui leur permettra de coopérer plus étroitement que dans le cadre d'une disposition similaire de l'accord de l'OTAN. Autrement dit, il semble qu'il y ait, au sein même de l'Europe, l'apparition de certaines alliances intéressantes. Et puis, il serait sans doute idiot de demander contre qui il s'allie, car il est évident que c'est contre nous. Il y a quelques jours, des informations sont apparues concernant le déploiement de dizaines de navires sans pilote de l'OTAN en mer Baltique. À votre avis, quels sont les risques d'une militarisation accrue de la Baltique et comment y réagissons-nous? Eh bien, pour commencer, concernant la première partie, vous avez raison de dire que, dans le cadre de cette architecture assez complexe, il apparaît un grand nombre de duos, de trios, de différents triangles. Nous voyons que les pays de l'OTAN et de l'Union européenne s'unissent selon leurs intérêts. Il y a des achats groupés, une sorte de coalition pour les munitions, une coalition pour la guerre électronique, des coalitions antimissiles, et ainsi de suite. Mais vous avez raison de dire que le moteur de ce militarisme, c'est la menace militaire, une véritable paranoïa. Et nous voyons que l'idée d'un état de guerre avec l'Europe s'implante dans la conscience collective. En effet, ils ont déclenché une guerre hybride contre nous, contre la Russie, et la préparation à un affrontement militaire avec la Russie est présentée comme un état normal du monde. C'est quelque chose de très dangereux. Cela pousse le citoyen ordinaire, en somme, à s'habituer à l'idée que des scénarios qui semblaient impensables il n'y a pas si longtemps deviennent tout à fait banals. En plus, cela normalise-t-il une guerre potentielle? Eh bien sûr, oui, c'est très dangereux. C'est une partie de cette campagne de propagande. Mais si ce n'était que de la paranoïa, on pourrait ne pas y prêter attention. Mais malheureusement, cela sert de base à des plans militaires concrets. Nous voyons bien ce qui se passe sur le flanc est. Il est renforcé par des armes, des dépôts d'armement, 8 brigades y sont déjà déployées et elles vont l'être presque en permanence. La militarisation de la mer Baltique est en cours.
Vous avez posé une très bonne question à propos de la mer Baltique, car c'est justement un exemple de la façon dont les actions de l'OTAN peuvent transformer la région la plus paisible d'Europe sur le plan militaire, à savoir la région Baltique, où il n'y avait absolument rien, en une zone de concurrence militaire, voire d'affrontement militaire. Si l'on se souvient des temps récents, quels problèmes y avait-il dans cette région? Eh bien, disons que, du point de vue russe, il y en avait en fait deux grandes. La première, c'est le phénomène honteux de l'apatridie des russophones et des Russes en Lettonie, en Lituanie et en Estonie, ainsi que l'attaque contre la langue russe. Ces problèmes ne sont pas résolus, mais ils n'ont pas de dimension militaire. Le deuxième problème, c'est le transit de Kaliningrad. Ensuite, une multitude de plateformes régionales, le Conseil des États de la mer Baltique, la culture hanséatique, les croisières, le régime sans visa, etc. Les festivals à Jomala, oui, tout se passait bien là-bas. Oui, les festivals, tout ça, voilà. Et après que tout a commencé en l'an 2004, je rappelle qu'en cette année 2004, après que les trois pays baltes ont pleinement rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN a pris la décision d'introduire une patrouille aérienne pour la surveillance de leur espace aérien. C'est-à-dire que 4 avions à tour de rôle de chaque pays de l'OTAN devaient être basés, je ne me souviens plus où exactement, en Estonie, voilà, et patrouiller l'espace aérien de la mer Baltique. À ce moment-là, nous nous sommes adressés à l'OTAN avec une question, ainsi qu'aux États-Unis, qui avaient clairement initié ce projet en demandant « Mais qu'est-ce qui s'est passé, concrètement, dans le domaine de la sécurité en mer Baltique, qui a poussé l'OTAN à prendre de telles mesures assez radicales ?» Ils ont répondu « Non, rien du tout. Mais nous avons au sein de l'OTAN une règle qui dit que chaque parcelle du ciel de l'OTAN doit être accessible en 2 ou 3 minutes. Et nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait différents niveaux de sécurité et de sûreté entre les pays membres. » Et ensuite, tout s'est enchaîné. Et, naturellement, les interceptions de nos avions ont commencé. Évidemment, nous avons commencé à intercepter à notre tour. Et je le souligne encore une fois, cette région est désormais devenue une zone de rivalité militaire intense. Et c'est quelque chose de très dangereux. De notre côté, il est bien connu que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir notre sécurité et notre défense. 2 districts militaires ont été rétablis et un accord sur les garanties de sécurité entre la Russie et la Biélorussie a été signé et est entré en vigueur, prévoyant également le déploiement d'armes nucléaires sur le territoire biélorusse. Les capacités de la flotte et de la défense côtière sont renforcées. Donc, nous serons pleinement armés et nous ne permettrons pas à l'OTAN de projeter sa puissance depuis les directions baltes et nord. De plus, bien sûr, il faut déployer des efforts particuliers en lien avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, qui aujourd'hui entourent leurs frontières de barbelés, creusent des fossés, installent des dents de dragon. Voilà que 4 pays sont sortis de la Convention d'Ottawa. Autrement dit, les frontières vont être minées. Encore une fois, pour revenir à l'indivisibilité et à la sécurité, c'est désormais l'idéal des pays européens. En fait, c'est tout simplement impensable, Alexandre Viktorovitch. Mais comment se fait-il que ceux qui sont le plus à l'est de l'Union européenne, donc les plus proches de nous, eh bien, la plupart d'entre eux, ce sont justement les plus vâtés en guerre, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont les plus prompts à nous accuser de tous les péchés du monde et à dire que le danger vient de nous. Comment se fait-il que ce flanc et de l'OTAN soit devenu le plus belliqueux? C'est aussi une bonne question. Je me souviens très bien de l'époque où il y a eu l'élargissement de l'OTAN et donc de l'Union européenne. Nous disions alors que cet élargissement, entre autres choses, ne devait pas détériorer la sécurité européenne ni celle de la Russie. Et à l'époque, il existait des instruments qui permettaient au moins d'atténuer les conséquences militaires négatives pour nous de cet élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais nous disions aussi que l'élargissement de l'Union européenne ne devait pas détériorer l'état des relations bilatérales avec ces pays.
Bon, le temps nous manque, mais je peux simplement dire que lorsque les pays d'Europe de l'Est ont été admis dans l'Union européenne a exigé leur adhésion à l'espace Schengen. Cela signifiait l'instauration d'un régime sans visa avec la Russie. Point. Nous avions un régime sans visa avec tous ces pays. Point. Rien ne se passait. Point. Le ciel ne tombait pas sur la tête des gens. Il n'y avait aucune criminalité. Les gens circulaient librement. Non, il fallait absolument des frontières. Et c'est alors qu'est apparu le problème du transit de Kaliningrad qui a été résolu. Mais l'essentiel, à mon avis, c'est que si l'on regarde la structure de l'Union européenne, cette union élargie, en réalité, cela signifiait que les nouveaux membres se trouvaient à sa périphérie. Et lorsqu'ils se sont déclarés des États de première ligne, ceux qui jouent un rôle absolument crucial du point de vue de la sécurité, tant pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord que pour l'Union européenne. Ils se trouvent en première ligne face à la Russie, qui, selon eux, va forcément les attaquer demain ou après-demain. Leur poids politique, surtout aux yeux des États-Unis et de Bruxelles, augmente. Et ils utilisent tout simplement ce facteur de menace russe qu'ils ont eux-mêmes inventé pour renforcer sans cesse leur autorité politique et obtenir une plus grande influence sur la prise de décision. Et d'ailleurs, je dois dire avec regret qu'ils ont obtenu beaucoup de choses. Si vous regardez qui dirige aujourd'hui l'orientation orientale de l'Union européenne, ce sont les Polonais et les Baltes. Kala, par exemple, et de nombreux autres commissaires, tous présents au sein du service européen pour l'action extérieure. La politique orientale est entre les mains des Européens. Les Européens eux-mêmes nous ont dit que c'était une grave erreur stratégique de l'Union européenne d'avoir confié l'orientation orientale aux Suédois, aux Polonais et aux Baltes, alors qu'elle aurait dû rester fermement entre les mains de l'Italie, de l'Allemagne et de la France. Mais bon, là je vous révèle quelques secrets diplomatiques issus de nos contacts. Oui, d'autant plus que l'on voit bien que certains ministres, par exemple, ne savent même pas combien font 4 multiplié par 8. Tout le monde a vu cette vidéo, tout le monde en a ri. Ma dernière question, l'Union européenne a prolongé les sanctions contre la Russie. On discute déjà du 18e paquet. La Slovaquie promet de le bloquer. Quelles sont, malgré tout, vos attentes à ce sujet? Et selon vous, quel sera l'impact des nouvelles sanctions sur l'économie européenne? Je n'ai aucune attente particulière à ce sujet. Nous savons que, oui, deux pays, la Hongrie et la Slovaquie, ont bloqué le 18e paquet. Leurs raisons sont plus que sérieuses. Mais, disons, si l'on parle de la Slovaquie, cela représente environ de 100 à 80% selon le secteur. La dépendance aux ressources énergétiques russes concerne avant tout le pétrole, le gaz et les assemblages combustibles nucléaires. C'est le combustible pour les centrales nucléaires, et pour ce combustible-là, on ne peut pas utiliser d'alternative, c'est trop risqué. C'est pourquoi ces deux pays, en plus du fait qu'ils n'ont pas d'accès direct à la mer, exigent, premièrement, soit, s'ils acceptent le 18e paquet de sanctions, qui prévoit déjà qu'en 2026, il ne sera plus possible de conclure de nouveaux contrats énergétiques avec la Russie, et qu'en 2027, tous les contrats existants avec la Russie pour la fourniture de ressources énergétiques russes à l'Union européenne devront être définitivement et complètement arrêtés, soit des compensations financières substantielles, des garanties solides et durables de sécurité énergétique. C'est-à-dire, d'où viendra ce gaz, d'où viendra ce pétrole? Il faut rééquiper les usines. Voilà, à mon avis, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. C'est pourquoi je n'exclus pas que, sous une forme ou une autre, ce paquet puisse être modifié, mais cette fois avec l'accord de Budapest et de Bratislava, et qu'il puisse voir le jour. Mais néanmoins, bien sûr, nous avons remarqué, mais c'est une question complexe, parce que, par exemple, si l'on prend Bratislava, le contrat avec Gazprom est valable jusqu'en 2035. Tous nos contrats, en règle générale, sont conclus selon le principe du « prends ou paie ». Déjà Fico, le Premier ministre, a déclaré que très bien, en 2027, j'arrêterai. Les pertes s'élèveront à 20 milliards. Je vais aller en justice, ou comment ça se passe? Mais nous connaissons l'Union européenne, elle agit sans foi ni loi. S'ils nous ont déjà volé 300 milliards,
Alors, bon, 20 de plus, ils trouveront bien un moyen aussi. Ces gens-là sont capables de tout. Vous dites justement qu'ils vont redistribuer les flux de gaz et de pétrole, mais au fond, c'est peine perdue. On comprend très bien d'où leur viendra quand même le pétrole et d'où, entre autres, ils recevront ce gaz naturel liquéfié. Merci beaucoup pour votre interview, Alexandre Yourivitch, un immense merci. Nous avons parlé avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, Alexandre Grouchko. C'était le Studio FIF. Regardez Russie 24. Dans cette vidéo, une question majeure se pose dès les premières minutes et mérite un débat approfondi. Jusqu'où l'Europe peut-elle s'enfoncer dans la logique de confrontation militaire sans compromettre son avenir économique et social? Faut-il y voir une stratégie consciente d'autodestruction dictée par des intérêts extérieurs ou l'aveuglement d'élites déconnectées des réalités de leur peuple? Le vice-ministre Alexandre Grouchko met en lumière un scénario inquiétant, celui d'une Europe prisonnière de choix stratégiques qui l'éloignent de ses intérêts véritables. Derrière la course aux armements, l'escalade des budgets militaires, la soumission totale aux priorités dictées par Washington, se dessine une Europe qui perd ses repères, ses ressources et sa souveraineté au profit d'une logique de guerre qui ne dit pas son nom. L'analyse de Grouchko nous interpelle sur des enjeux cruciaux. La transformation de l'Union européenne en bloc militaire, l'instrumentalisation de la peur pour justifier des politiques contraires au bien commun et l'effondrement programmé des économies européennes sous le poids des dépenses militaires et des sanctions inefficaces. Cette lecture géopolitique riche nous invite à réfléchir sur la manière dont des choix collectifs peuvent précipiter des sociétés dans des impasses. Mais elle offre aussi des leçons précieuses pour nos vies personnelles et professionnelles. À l'image de la Russie qui, face à l'adversité, adapte sa stratégie, renforce ses positions et défend ses intérêts avec lucidité et fermeté, chacun de nous peut apprendre à identifier les vraies priorités, à résister aux pressions extérieures qui nous détournent de nos objectifs, à faire preuve de courage stratégique dans les moments décisifs. Il s'agit de ne jamais perdre de vue sa propre boussole, de transformer chaque difficulté en opportunité de renforcement et d'avancer avec constance vers l'excellence dans tous les domaines de la vie. Qu'en pensez-vous? L'Europe peut-elle réellement retrouver le chemin de ses intérêts profonds ou est-elle condamnée à devenir un simple instrument au service d'intérêts étrangers? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Aimez, partagez et commentez. Merci et à très bientôt.